bien take-off. Press 7. 8 knots. Check. Air France 32 Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Air bonsoir, de... Rotate. Bonjour, de Air France, 32 Tango. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room share flight number 8401 to London Heathrow. Siamo al completion, Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors il y a déjà pas mal de gens dans le chat, vous êtes déjà un certain nombre de connectés, ça nous fait plaisir, soyez les bienvenus. Oui, changement de la musique d'intro comme elle est plus enregistrée aujourd'hui, tiens, que se passe-t-il? Un resub. C'est FreeFly30 qui prend sa carte des 17 mois et qui fait lever la manche à air. Merci mon cher Eric de déclencher toutes ces belles animations. Bienvenue J'entends rien 83 000 qui est présent. Bienvenue dans la zone aéro. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai vu l'équipe de modération qui est là. Bonsoir Jurden. J'ai vu Polo. On va en reparler de Polo dans un instant. Aviator 59 qui est avec nous. Lively 01. Bonsoir à tous. Et encore un abonnement. Ça n'arrête plus. C'est Skyflyer Aviation qui vient de reprendre sa carte. Merci mon cher Adèle pour le soutien. Et ça y est, vous avez déclenché un train de l'hype les amis. Bravo. L'avion de l'hype, l'Airbus de la hype qui est en cours d'approche. Merci à vous. Il y a également Pépin Camille qui est là. Bonsoir. Et c'est presque une première. C'est une nouvelle qu'on reverra peut-être régulièrement. Elle va nous le dire plus tard. Skyflyer, j'ai vu Julo, j'ai vu Jordan de l'équipe de modération et merci pour le shout-out, vous avez vu, on a mis des petites nouveautés. Sky, voilà, et bonsoir Anaël qui est là, bonsoir Baptiste qui est aussi parmi nous. Qui est-ce que j'en ai raté? Évidemment, il y a notre ami Stéphane, MLN 208 qui est là. Qui est-ce que j'ai raté encore? Dites-moi dans le chat si j'ai raté. Oui, Aaron Douane, bonsoir, ça manque un peu de chasse embarquée dans la vidéo d'attente. On n'avait pas de vidéo libre de droit de la chasse embarquée, mais on n'est pas à l'abri d'essayer d'en mettre et puis d'en incruster, évidemment. C'est vrai que le clip, c'est le clip de Monsieur Eric Magnan, donc c'est déjà pas mal. Arnaud qui est là, salut Sébastien, salut Arnaud, ravi de te voir et ravi de te compter parmi nous, nouveau dans la communauté de la zone aéro. Ah, et ben voilà, J'entends rien 83 000 vient de lever la manche à air et vient de déclencher le train de la hype. Donc le train de la hype, qu'est-ce que c'est? Pendant quelques minutes, vous pouvez... si vous le souhaitez, soutenir la chaîne, vous prenez des subs, vous envoyez des bits comme vous le souhaitez, et en fait, voilà, ça déclenche des animations, ça déclenche le train de la hype. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Salut Toilette Paper Kit, et heureux de te voir. Un fidèle maintenant, puisqu'on te voit très souvent, merci à toi. Bien, alors, on a fait l'accueil, on a parlé des subs, vous pouvez nous soutenir de plusieurs manières, et bonsoir Lord Gibus, bienvenue. Pour nous soutenir, vous prenez des subs, des abonnements qui sont en dessous, comme ce que viennent de faire Sky, comme ce que viennent de faire Free Flight, comme ce que vient de faire J'entends rien 83 000. Vous pouvez le faire, vous déclenchez votre abonnement, si vous voulez que ce soit gratuit et que vous êtes client Prime, vous pouvez le faire aussi gratuitement. Ne laissez pas votre abonnement Prime dormir. Vous pouvez le convertir en un abonnement de 30 jours. C'est gratuit pour vous et nous, ça nous soutient. N'hésitez pas à le faire. L'abonnement Prime Gaming, voilà. Et puis sinon, vous aurez de la pub, malheureusement. C'est Twitch qui le diffuse, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir le programme et pas coupé. Et en plus de ça, quand vous êtes sub, que ce soit Prime ou peu importe, vous pouvez voir les replays en... Voilà, bravo 0K qui applaudit. Vous pouvez voir les replays gratuitement pendant 14 jours et vous avez l'exclusivité avec votre sub, donc Twitch, de pouvoir voir tout ça. Bon, petite aparté en parlant de replay. Il n'y aura pas de replay. J'ai eu une question sur LinkedIn, je crois, qui demandait le replay du Général Dutart il y a 15 jours sur l'émission qu'on avait fait sur la culture des pilotes de combat. Il n'y aura pas de replay à sa demande pour des raisons bien compréhensibles. D'exclusivité, des raisons contractuelles, il fallait être là.
Voilà, donc il n'y aura pas de replay sur YouTube, en tout cas, du général Dutartre. Donc voilà, mais on le recevra une nouvelle fois très prochainement, hein, notre général. Petite autre chose, on accueille normalement, on doit accueillir une nouvelle modératrice, je ne sais pas si elle est là, c'est Sarah Molly qui a rejoint l'équipe de modération. On lui souhaite la bienvenue. Merci de venir renforcer les rangs de la zone aéro, ça nous fait bien plaisir. Et puis, c'est vrai que ce soir, on devait discuter avec un ministre. C'est reporté. C'est reporté la semaine prochaine, le 14, où nous recevrons Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. Et donc, voilà, ce sera la semaine prochaine. Autre petit changement également, que je tiens à vous annoncer dès maintenant, mais on en reparlera en fin d'émission, c'est déjà remercier Nicolas et remercier MLN 208, Stéphane, qui ont assuré d'une main de maître les 2 heures d'émission de Push to Talk dimanche dernier. L'émission d'ailleurs est en replay sur Twitch, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ils ont réussi à tenir 2 heures, bravo les gars. Sachez que Push to Talk va évoluer un petit peu dans son format. Quand il y aura on va dire 3 à 4 chroniqueurs, ça durera 2 heures. Quand il y aura 1 ou 2 chroniqueurs, en fait, ça durera 1 heure pour éviter justement que ce soit trop long et trop difficile à gérer. En règle générale, on fonctionnera comme ça. Retenez cependant la date du 18. Le 18 février, n'hésitez pas à venir nous voir puisqu'on fera, enfin c'est Nicolas surtout qui va gérer ça, la première de Push to Talk hors série. Alors, qu'est-ce que c'est que Push to Talk hors série? Ce sera le même principe que le Push to Talk de base, mais ce sera avec des invités, puisque nous aurons le plaisir de faire une émission qui plaira justement aux gens qui sont amateurs d'aviation et d'histoire. Nous aurons 3 invités. En plus de Nicolas qui sera là pour mener les débats, nous aurons la chance de recevoir Romain Rivière, qui n'est autre que Romain de la chaîne Le Flot de l'Histoire, qui fait de la géopolitique, et on parlera avec lui justement des grandes guerres et de l'impact de l'aviation pendant ces grandes guerres, un sujet passionnant, puisqu'il tient à cœur aussi à Nicolas, évidemment. Nous aurons un invité de marque en plus, puisque nous aurons aussi le plaisir d'accueillir David, du fanat de l'aviation, qui sera parmi nous, et c'est un expert aussi de la Première Guerre mondiale, donc on parlera avec lui de tout ça, et vous pourrez parler avec lui de tout ça. Et puis nous aurons également Paolo, il était là tout à l'heure, Aviateur 59, grand collectionneur et amateur d'objets liés à cette époque-là. Donc on va pouvoir échanger tous ensemble, et vous pourrez venir aussi dans le Discord, discuter avec tout le monde, et puis partager un petit peu tout ça. C'est le 18 février prochain, de 19h à 21h, sur l'histoire de l'aviation, avec tous ces invités. Voilà. Écoutez les amis, j'ai assez parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc sans plus attendre, je vous propose de déposer. Ah oui, si, dernière petite chose, la nouvelle caméra qui est ici, on n'avait pas parlé, mais je vous en parle. On a changé, on est passé sur une caméra 4K, donc voilà, le studio évolue. Allez, on dépose tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir, c'est parti. Et on va afficher tout de suite le menu qui doit arriver normalement par ici, c'est parti. Actualité du terminal dans quelques instants, 5 petites news à vous partager ce soir. Et ensuite, la rubrique de cette nouvelle invitée qui nous fait le plaisir d'avoir accepté l'invitation qu'on lui a faite dans la zone aéro. On est en contact depuis quelques temps, et puis c'était toujours un petit peu compliqué, hein, vous le savez, avec le personnel navigant, c'est toujours embêtant de pouvoir caler des dates à l'avance, puisque les plannings sortent souvent au dernier moment, mais on a réussi à le faire. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir, tout à l'heure, dans la séquence Un visage dans les nuages, Manon Simon, qui est personnel navigant commercial dans une grande compagnie au siège vert. Elle nous en reparlera. On ne la citera pas, cette compagnie. Et elle nous parlera de son quotidien. Et si vous avez des questions concernant le métier d'hôtesse de l'air, de steward, comment est-ce qu'on devient, comment est-ce que sont faites les formations, quel est le quotidien, est-ce qu'il y a des anecdotes, vous pourrez vous poser les questions à notre invité dans le chat et puis discuter avec elle. On relaiera évidemment au maximum les questions. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, la séquence remise de gaz fort aux questions, les 5-10 dernières minutes. On pose les dernières questions à Manon et puis évidemment, on revient ensemble sur le riche programme
de ce mois de février 2024. Voilà donc pour le sommaire, j'espère qu'il vous plaira. Et puis, sans plus attendre, on est parti pour l'actualité du terminal. Et c'est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. Vous avez vu, il est joli, hein, ce A320, c'est l'A320, un des A320 évidemment, de Vueling qui accorde sa confiance à un nouveau système, enfin un nouveau plus ou moins, système qui s'appelle Skywise Predictive Maintenance. Alors, Vueling, vous connaissez la compagnie, c'est une filiale du groupe IAG, et elle a annoncé l'intégration de cette solution Skywise Predictive Maintenance d'Airbus sur 53 de ces avions monocouloirs de la famille Airbus A320. Donc c'est à peu près la moitié de sa flotte qui comprend 124 Airbus, 124 appareils. Cette décision fait suite à leur choix de cette solution au Salon du Bourget en juin 2023, où Vueling était l'opérateur de lancement de la suite d'outils de la Digital Alliance, composée d'Airbus, de Delta Tech Ops et de General Electric. Donc Vueling devient la première compagnie aérienne avec le plus d'avions équipés de cette technologie, et cette technologie, elle permet d'anticiper tous les travaux de maintenance de manière prédictive. Donc c'est des travaux de maintenance qui sont non programmés, et grâce à quoi? Grâce à des modèles informatiques qui sont basés sur l'intelligence artificielle. La Digital Alliance, créée en 2019 par Airbus et Delta Airlines, ensuite élargie à GeoDigital, vise à développer des algorithmes de maintenance prédictive en utilisant cette plateforme Skywise d'Airbus. La solution couvre désormais une large gamme d'équipements et de moteurs de différents fabricants, d'ailleurs, avec plus de 200 algorithmes qui ont été testés sur différents systèmes d'avions. Donc cette solution de la Digital Alliance vise à couvrir tous les systèmes avions, même ceux qui ne sont pas produits par Airbus. Donc c'est un gros chantier qui s'annonce pour Vueling et qui devrait, si tout fonctionne bien, améliorer nettement et surtout faire des économies. Voilà pour cette première news. On continue avec une news qui date d'aujourd'hui, puisqu'il y a une conférence de presse hier sur Paris, si je ne m'abuse, ou aujourd'hui sur Paris, et on parle du Climate Impulse qui a été dévoilé. Alors, si je vous parle de monsieur Bertrand Piccard, ça vous parle? C'est celui qui a fait le tour du monde avec un avion solaire. Vous vous souvenez, le Solar Impulse? Et bien en fait, ça c'est le nouveau projet qui s'appelle Climate Impulse, en partenariat avec plusieurs entreprises, avec Syensqo et notamment, et d'autres, qui vise à réaliser en 2028, donc c'est pas encore pour demain, mais ça sera là très vite, le premier tour du monde sans escale, à bord d'un avion qui sera propulsé à l'hydrogène vert et avec évidemment un soutien technique d'Airbus, de Daher et de Capgemini. Dirigé par Raphaël Dinelli, l'équipe a débuté la construction de l'avion suivi de 2 années de tests. Bertrand Piccard et Raphaël Dinelli piloteront l'avion pour une tentative de tour de l'équateur sans escale. L'avion, qui est d'architecture bipoutre, vous le voyez sur cette illustration, sur ce plan, quelque part, avec un cockpit en nacelle, utilise des matériaux composites sur mesure. Il sera propulsé par de l'hydrogène vert stocké à moins 253 degrés, qui va nécessiter donc des réservoirs thermiques de nouvelle génération. Des matériaux composites sur mesure de Syensqo seront utilisés pour la fabrication de l'avion, qui vont offrir à la fois de la légèreté, des propriétés mécaniques qui sont intéressantes, donc de la flexibilité, de la résistance, et une conception relativement compacte de l'avion pour limiter évidemment tout ce qui est traînée et donc perte de l'énergie, etc. Syensqo, anciennement Solvay, avait également été partenaire du projet, partenaire technologique pour Solar Impulse, et cette collaboration assure une expertise et une innovation de pointe pour la construction de l'avion qu'on pense pouvoir aussi déporter vers d'autres modèles pour l'aviation de demain, notamment la partie hydrogène, qui est le fer de lance des constructeurs aujourd'hui. Avec un soutien hélium, il faut autant de place pour les batteries. Ah oui, non, des réservoirs, c'est des réservoirs d'hydrogène à moins 253 degrés.
Il a également fait le tour du monde en ballon en 99. Oui, c'est possible. J'ai pas la date, mais il me semble que oui. Ouais, il l'avait fait. Et en 2 fois, je crois, il me semble. Il me semble qu'une première fois, ça n'avait pas marché, ou il y avait quelque chose comme ça. On continue. La 3e news. Ah, j'ai marqué Boeing cherche ses boulons. Alors, ne m'en veuillez pas, les amateurs de Boeing, mais on continue sur la fameuse histoire de la perte de cette porte de l'Airbus 737-900 d'Alaska Airlines. Alors, il y a eu un rapport préliminaire du NTSB, qui est l'équivalent du BEA français, qui indique que des boulons manquants ont causé le détachement d'un bouchon de porte, donc la fameuse porte qui était en place, du Boeing 737-900 d'Alaska en janvier. Les boulons qui ont été retirés lors d'une réparation non liée donc à l'usine Boeing n'ont pas été réinstallés, ce qui a permis au bouchon de se détacher et de causer des blessures, et heureusement pas plus que ça, lors du fameux vol dont on a déjà parlé. Tu vas me fâcher là, Sébastien. Ben, moi, je rapporte le rapport du BEA, mon cher Stéphane. C'est à eux qu'il faut écrire. La porte de sortie n'avait pas été ouverte depuis sa livraison en octobre 2023, ce qui soulève donc des questions de procédure de maintenance, bien évidemment. La réparation des revêts défectueux a été effectuée par Spirit Aerosystem, qui d'ailleurs n'a pas remarqué l'absence des boulons à ce moment-là. Les enquêteurs sont en train d'examiner la période de réparation à l'usine Boeing pour avoir des réponses un peu plus précises. Le processus d'assurance qualité de Boeing, ils n'ont pas détecté les boulons manquants non plus, ce qui souligne un net besoin d'amélioration dans la gestion de la sécurité. Et Boeing tente d'améliorer la qualité avec une surveillance accrue de la FAA, qui est en train de se pencher sur leur cas avec tous ces petits soucis. Et des enquêtes supplémentaires sont en cours, on en avait déjà dit mais ça se confirme, pour déterminer les responsabilités, les contre-mesures surtout correctives nécessaires pour éviter de tels incidents à l'avenir. Et bonsoir le Bibs qui est avec nous. Est-ce qu'on peut faire un shoot-out à le Bibs qui fait de la chasse et des concours de pilotes de chasse, entre guillemets, en simulation virtuelle sur sa chaîne? Merci à vous. Les amis, l'avantage c'est qu'à ce niveau, c'est compliqué de ne pas réussir à améliorer sa qualité. Oui, il y a des progrès. De toute façon, on peut toujours progresser. C'est l'avantage. On continue avec ce bel avion. Regardez-moi ça, s'il n'est pas joli. Superbe livré. C'est un nouvel avion de chez Piper, le M700 Fury, qui a été dévoilé très récemment. Un monomoteur turbopropulseur, donc il y a une turbine à l'avant, de 700 chevaux, qui fait partie de la gamme des PA46. Alors là, je suis sûr que les amateurs de simulation sont en train de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir voler sur cet avion sur les simulateurs. Ce nouvel avion va représenter une avancée significative dans la famille des M-Class qui surpasse les modèles PA46 précédents. Il est propulsé par un moteur, donc une turbine Pratt & Whitney, une PT6A52, qu'on ne présente plus. Le M700 Fury atteint une vitesse de croisière maximale de 301 nœuds et un rayon d'action maximal de 1149 nautiques. Multiplié par 1,8 et vous avez à peu près la distance en kilomètres. Il conserve une limite max de 3000 kg, conforme à la norme Basic Medium. Il est doté d'une nouvelle avionique G3000 de chez Garmin, avec un glass cockpit, donc des écrans à l'intérieur, qui en plus seront tactiles. Donc vous imaginez l'intégralité. Et bonsoir Run to the Sky, bienvenue dans la zone aéro. L'avion propose 6 nouveaux aménagements intérieurs avec du cuir, avec des sièges qui sont esthétiquement conçus avec le client tel qu'il le veut. La certification FAA est prévue avant la fin du premier trimestre 2024 avec des livraisons qui seront quasiment immédiates. Les validations internationales suivront, qui vont permettre de pouvoir livrer le Canada, de livrer l'Europe, de livrer le Brésil avant la fin de l'année. C'est John Calgano, le président de Piper Aircraft, qui a souligné que le M700 Fury offre une expérience de vol performante avec des économies inégalées qui combinent à la fois puissance, performance, sécurité avancée pour les particuliers et aussi pour les entreprises qui, voilà, c'est un concurrent de chez Daher, c'est vrai, Toilet Paper Kit, bien vu. Mais il est joli, non? Ça serait cool de pouvoir l'essayer ou voler dedans, vous en pensez quoi? J'ose même pas demander le prix de ce bébé. Oui, il va falloir économiser un peu, ou il va nous falloir beaucoup plus de subs, hélas.
Allez, on continue. Le dernier petit, la dernière petite partie historique. On va se remonter en 1920, les amis. Le 7 février 1920, très exactement. Et on a un abonnement. C'est le Bibs qui vient de prendre un abonnement. Merci, le Bibs. Merci à toi. Et merci aussi à ta communauté, chez qui il fait toujours très bon volet, si j'ose dire. 41 millions de dollars, le non, 4,1. 4,1 millions de dollars, le M700. Voilà. Je rends l'appareil. Merci à toi. Donc, revenons à nos moutons. À l'occasion d'un vol au-dessus de Villacoublay ce samedi 7 février 1920, c'est lui que vous avez en photo. L'aviateur de nationalité française Joseph Sadi Lecointre va signer une magnifique performance. Il est breveté depuis le 11 février 1911 et il a obtenu le brevet numéro 432. Et il va afficher à son palmarès un nouveau record de vitesse au niveau mondial. L'aviateur donc Sadi Lecointre a mené à bien aux commandes donc de son avion un Newport Delage NID 29V. Vous avez presque la photo en bas à gauche de l'écran. À savoir donc un appareil de chasse basé sur un NID 29 avec une motorisation un peu différente. Il a été modifié au niveau de la motorisation avec un bloc capable de développer 300 chevaux de puissance et il va réussir à pousser son appareil à une vitesse maximum de 275,862 km/h, soit 149 nœuds. C'est une sacrée vitesse pour l'époque, il faut se repencher en 1920 les amis. Sacrée vitesse certes, mais qui sera rapidement dépassée par Jean Casal le 18 février 1920. Vous avez vu, 7-18 février, ça va très très vite à l'époque. À cette date, il volera 283,464 km/h avec son appareil qui dispose de 2 places. C'était un Spad Herbemont et il deviendra donc à son tour recordman de la discipline. Voilà pour l'actualité de la zone aéro de ce soir avec ces dernières petites séquences histoire, si j'ose dire. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, le chat est à votre disposition, tout comme les questions que vous allez pouvoir poser à notre invitée de ce soir. Elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour parler du métier de PNC, personnel navigant commercial. On va voir avec elle de quoi il s'agit. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre invité de ce soir, c'est Manon Simon, et c'est son profil et son visage dans les nuages qu'on découvre ensemble ce soir. C'est parti. Et elle est avec nous. Bonsoir Manon, est-ce que tu nous entends bien ? Bonsoir, je vous entends très bien. Eh ben super, bienvenue. Ben voilà, il y a le chat déjà qui te dit bonsoir. Merci déjà d'avoir participé, de participer à l'émission, d'avoir accepté notre invitation. C'est compliqué de pouvoir caler une date dans l'agenda quand on est personnel navigant. C'est pas facile. Voilà. On arrive à trouver. Voilà, donc ce qui compte, c'est que tu sois là ce soir et ça nous fait bien plaisir. Alors, on ne va pas changer une équipe qui gagne, c'est-à-dire qu'on va faire la petite minute de présentation. Donc, on va lancer un petit chrono qui va s'afficher ici, là, sur la partie droite de l'écran. Je vais enlever la petite caméra. Et puis, je te propose de te faire une petite présentation pendant 1 minute de qui tu es, d'où vient ta passion, de ton métier, etc. En 1 minute, et puis après, on en reparle avec le chat qui, j'en suis sûr, pourra te poser des questions. Ça te va ? Parfait, ça me va. Allez, c'est parti, je lance le chrono. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Manon Simon, j'ai 28 ans et je suis hôtesse de l'air depuis 2018. Je suis initialement diplômée d'une licence marketing et d'un master commerce et j'avais mon rêve de petite fille qui me trottait en tête, qui était d'être hôtesse de l'air. Et donc, durant mes études, j'ai pu passer le CCA, qui est le Crew Certificate Attestation, qui permet d'être diplômée hôtesse de l'air. Et à l'issue de ce CCA-là, j'ai pu entrer dans une compagnie aérienne long courrier. Et à l'issue de cette expérience, j'ai intégré une autre compagnie aérienne moyen courrier. Aujourd'hui, je suis dans une très célèbre compagnie aérienne française de couleur verte et je suis très épanouie dans mon métier. Ok, ben voilà, belle présentation. Alors le chrono, il ne s'est pas lancé, mais ça doit faire à peu près 1 minute. Bon,
Ça peut arriver. Skyflyer, ma cousine était hôtesse de l'air, j'ai beaucoup de respect pour la profession. Ben, c'est très bien. Très bien, Skyflyer. Bonsoir Manon. Alors, PNC beau métier, malheureusement les passagers connaissent de vous, nous sommes là pour votre confort et sécurité. Mais peux-tu nous parler des autres choses que vous savez faire, surtout au niveau des premiers secours, etc. Ben, on va en parler, tu vois, il y a déjà des questions qui arrivent dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Manon, notez-les, et puis nous on les relaie et on en parle évidemment avec Manon. Alors, tu parlais d'une passion de petite fille. Comment est-ce que ça t'est venu de dire déjà quel âge et comment est-ce que tu as concrétisé tout ça? Eh bien, depuis que je suis toute petite, parce que j'ai jamais eu l'opportunité de voyager avec mes parents. J'avais jamais pris l'avion. Et la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir 15 ans. Et ça a été une révélation pour moi. Donc, j'ai été regardée pour intégrer des écoles. Et en fait, on m'a dit que j'avais pas du tout le profil parce que j'étais trop petite. Et donc, j'ai décidé de mettre ça dans un coin de ma tête et de me dire, bah tant pis, je vais faire d'autres études et je vais mettre de côté ce rêve-là. Et finalement, au cours de mes études, j'ai rencontré différentes personnes et j'ai eu une nouvelle directrice d'école surtout qui m'a dit que c'était discriminatoire Eh la oui. taille et que les compagnies n'ont pas le droit d'imposer une certaine taille. Tu Donc, mesures combien sans indiscrétion pour qu'on ait un ordre d'idée? 1,55 m. Oui, d'accord. Ok. Donc, je mets des talons qui me permettent. En fait, c'était surtout pour fermer et ouvrir les coffres à bagages Mhm. au niveau de la sécurité, mais ça m'a jamais posé aucun souci en tout cas. Donc, grâce à cette directrice-là, j'ai, en parallèle de mes études principales, décidé de passer ce CCA-là justement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, avant de vouloir t'orienter sur ce côté PNC, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas être pilote ou peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête pour plus tard, non? Non, jamais. J'ai ce métier-là, c'était dans mon esprit découvrir le monde, mais aussi et surtout rencontrer des personnes. J'ai fait des études qui étaient relatives à la relation client et j'ai besoin d'avoir un contact et d'avoir une proximité, d'être là pour les gens, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de discuter. Et je trouve que dans le cockpit, on a cette barrière-là qui permet pas. Alors, entre équipages, bien sûr, on parle, on échange, mais par contre, on les connaît pas, les passagers savent pas qui ils sont. Hmm. Et du coup, je trouvais ça dommage et c'est pour ça que je pourrais pas être enfermée dans un cockpit, je pense. D'accord. Alors, petite question ou petite remarque de Skyflyer Aviation qui demande ou qui remarque, est-ce que c'est un conseiller d'orientation qui t'a fait ce genre de remarque au sujet de ta taille? Non, c'est une directrice d'école. Directrice d'école. Ok. Mm. Hop. Alors, il faut que je referme la question. Voilà, c'est fait. Encore pire, nous dit Toilet Paper Kit. Donc, est-ce que tu peux nous parler du fameux CAA dont tu... CCA, oui. Oui, CCA. Ah, CCA, c'est le Crew Certificate Attestation. C'est un certificat qui permet de pouvoir voler réglementairement dans les compagnies aériennes. Il y a une partie théorique qui dure approximativement 3 semaines, 1 mois. Et quand on est reçu à la théorie, on passe le côté pratique qui dure environ 2 semaines. Moi, ça a été un peu discontinu puisque au milieu, j'avais mes études. Donc, j'ai dû partir à Paris quelques semaines, passer la théorie, retourner à Caen faire mes études et repartir pendant l'été passer ma pratique. Il y a une partie qui est destinée à la sécurité. Une partie au commercial, mais c'est un petit peu inclus dans la sécurité. Et on a surtout une grosse partie aussi de secourisme. Donc, ouais. pour pouvoir effectuer les premiers soins à bord, puisque quand on est seul dans l'avion, on est les premières personnes à pouvoir aider les passagers. Ok. Donc, c'est un certificat qui est assez dense, il y a beaucoup de choses. On a 3 livres à apprendre par cœur. Il y a des tests tous les matins pour voir si ce qu'on a appris la veille est bien intégré. Et ensuite, on passe... je l'ai passé en 2017 et à l'époque, il me semble que c'était environ 70 questions.
D'accord. Et Et vous étiez combien à peu près dans une promo on était, je pense que moi, dans l'école dans laquelle je l'ai passé, on était une centaine. On était divisé par classe, mais au total, on devait être une centaine. D'accord. Ok. Petite question de Eli Pic35, Julien qui est avec nous, qu'on salue, qui rejoint l'équipe de chroniqueurs d'ailleurs de Push to Talk. Combien d'écoles en France délivrent ce fameux CCAA? Alors, c'est le CCA. Et alors moi, en fait, je l'ai passé au sein d'une école, mais cette école-là m'a envoyée dans un institut aéronautique. Il y en a plusieurs sur Paris. Mhm. Après, dire exactement combien il y en a en France, je pense que c'est surtout centré en région parisienne. Ouais. Puisqu'il faut avoir, pour la partie pratique, il faut avoir tous les équipements. Donc on a des simulateurs de cabine pour le feu, la fumée. On a plein de choses. Donc je pense que la plupart sont situés à Paris. Ok. Alors comment est-ce que ça se passe, on va dire, une journée classique de formation, par exemple dans les simulateurs dont tu viens de parler, vous avez, j'ai envie de dire, une méthodologie un peu comme les pilotes, à savoir briefing, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, et après on vous met en situation, on refait si ça va pas, comment ça se passe? Ouais, c'est exactement comme ça. On a un briefing. Ensuite, on a une démonstration de quelqu'un qui nous montre ce qu'ils attendent de nous. On passe un par un chacun notre tour et puis ensuite on sait si on a réussi, en combien de temps on l'a fait. On a un petit débrief à la fin. Et c'est ça, en fait, toute la journée. C'est des très longues journées parce qu'on a plusieurs choses à voir. On a aussi la piscine. La piscine, ça prend une matinée à peu près. Et c'est toujours le même principe, le briefing, la démonstration et ensuite un petit débrief. Alors la piscine, on rassure tout le monde, c'est pas aller bronzer sur le bord de la plage, ou non, c'est pas ça, hein. Pas du tout. On immerge la cabine? Alors non, je pense qu'il y a des choses qui ont changé parce que moi, ça date de 2017 et il y a souvent des mises à jour. Moi, à l'époque, il fallait pouvoir prendre son gilet, sauter dans l'eau, remonter à la surface. Une fois qu'on est remonté à la surface, on met son gilet. Mhm. Ensuite, je crois qu'on fait un aller où on nage, on va récupérer une personne, on la rapporte sur nous. Donc en fait, elle est sur le dos, on la met sur nous et on essaie de nager. On arrive à un canot de sauvetage et là, on est censé faire monter la personne sur le canot et ensuite nous monter derrière. Et Ouais. tout ça, c'est chronométré. Et il y a des épreuves qui sont éliminatoires? Tout est éliminatoire, oui. Ah tout, d'accord. Ok. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été éliminés. Ça arrive régulièrement ou généralement il y a une petite sélection qui est faite avant pour éviter d'en arriver là? Euh, dans la théorie, il y a très peu de personnes. Les personnes qui ont raté, c'est de quelques points. Donc généralement, elles peuvent repasser le test dans les semaines à venir. Et dans la pratique, c'est très rare. Moi, j'ai eu le cas d'une personne parce que c'était une fille qui devait peser 50 kilos et qui a dû secourir un garçon d'1,90 m et qui faisait 90 kilos. Ah ouais, Donc, un peu compliqué. oui, c'est sûr. C'est ce que dit Mais Lord Gibus. Après, je suppose qu'on va pas demander le même niveau qu'un sauveteur en mer, mais il faut quand même non, être capable de rattraper les gens, quoi. C'est ouais, ça c'est l'idée, ça, hein. Mm. exactement. Bonne remarque de 0K. Donc en fait, on ne peut pas être PNC si on ne sait pas nager. Non. De toute façon, avant de passer le CCA, c'est un des documents obligatoires à fournir. Il faut avoir un certificat de natation Ouais. obligatoire. C'est quoi? C'est un 50 mètres, 100 mètres qui est demandé? Un 50 mètres. Un En 50 tout mètres. cas, ouais. Ok, d'accord. Quelques petites questions, tiens, qu'on va prendre, qui sont déjà posées dans le chat. Encore une fois, hein, si vous souhaitez poser des questions à Manon, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on revient dessus au fur et à mesure de la discussion. Sky qui nous demande qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à appréhender dans ta formation? Alors en soi, c'est pas une formation qui est difficile. Par contre, c'est une formation qui est très dense et qui est effectuée en peu de temps.
Donc c'est, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc ça veut dire qu'on avait des journées, de 8-9 heures et que, chez soi, le soir, il fallait bosser entre 4 et 6 heures à peu près. Mmh. Donc ça, c'était pendant 3 semaines. On sait que c'est très intense, mais il faut pas lâcher. C'est pas D'accord. dur, mais c'est très dense. Voilà, donc c'est la densité et la quantité de travail à fournir. Exactement. Et ensuite, quand on a eu le CCA et quand on postule à des compagnies aériennes, la compagnie aérienne nous fait passer un stage de qualification à l'avion qui est appelé mini CCA justement. En fait, on revoit leur procédure à eux. Et c'est tout aussi dense? Dans ma compagnie, c'était très dense, oui. Ouais, d'accord. Ça dure pareil 1 mois. C'est de la théorie, donc on a l'aspect sécurité, l'aspect commercial, de la théorie et ensuite on a des vols de familiarisation pour, voir si on est capable de mettre, en application tout ce qu'on a appris et ensuite on a un vol qui s'appelle vol de lâcher avec un instructeur à bord qui permet de vérifier si on est apte ou pas à voler seul. D'accord. OK. Merci pour ces éclaircissements. On parlait justement de relations avec les passagers. Il y a MLN 208 qui demande quel est le TOEIC, alors est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le TOEIC en même temps, pour le personnel navigant commercial? Alors le TOEIC, c'est un certificat qui atteste d'un niveau d'anglais. Jusqu'à l'année dernière, les compagnies demandaient, principalement le TOEIC. Selon les compagnies, il faut, un niveau, qui peut différer. Dans ma compagnie, c'est un B2, mais je sais que là, en 2024, ça a changé. Le TOEIC n'est plus accepté dans certaines compagnies. Il OK. faut passer un LinguaSkill ou un BULAT, puisque dans le TOEIC, on n'a pas la partie speaking et la partie speaking est obligatoire maintenant. Ah d'accord. Donc TOEIC, on peut oublier parce qu'il me semble encore chez les pilotes, il y a un niveau de TOEIC qui est demandé. Alors chez les pilotes, il y a toujours le TOEIC, mais de ce que j'ai vu dans certaines compagnies, pas toutes encore, le TOEIC n'est plus accepté. Donc je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers le LinguaSkill ou au moins il y a la partie speaking qui va devenir obligatoire, je pense. Mmh. Et voilà le niveau B2, je pense qu'il faut, minimum un 720 à l'époque et je pense maintenant, au moins un 745, Ah oui. au moins, Ah oui, donc le niveau est encore monté, ce qui paraît d'ailleurs un peu logique, hein? bien sûr. D'accord. Toujours Julien qui nous demande justement à ce niveau, est-ce que tu as des contrôles récurrents? Alors Julien, est-ce que tu peux nous préciser si tu parles uniquement de l'anglais, là dont on est en train de parler, ou c'est de manière un peu plus générale? Voilà. Et déjà, Manon, est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'anglais? Alors si c'est de l'anglais, il y a pas de contrôle. La compagnie nous demande juste de fournir, notre certificat d'anglais, pendant les sessions de recrutement et puis après, il y a pas de cours d'anglais, il y a pas de contrôle au niveau de l'anglais. On est censé savoir parler anglais, donc eux, ils partent du principe qu'on maîtrise la langue et qu'il y a pas, il y a pas à passer de test en anglais. Ok, d'accord. Donc Julien nous parlait de manière un peu plus générale. Est-ce que vous êtes suivi dans le métier? Tu parlais d'instructeurs à bord, est-ce qu'il y a des examinateurs aussi? Et que régulièrement, un peu comme les pilotes, vous êtes remis euh, en condition un petit peu d'examen et de voir comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il y a un Ouais, bien suivi sûr. comme ça? Bien sûr, on a une fois par an un vol d'accompagnement, donc c'est un instructeur à bord qui nous suit, du briefing, jusqu'à la sortie de l'avion, qui est un petit peu notre ombre et qui va regarder, toutes nos tâches en termes de sécurité, qui va également faire, le service à bord avec nous pour voir si au niveau du commercial, on est vendeur ou pas et ensuite on a une mise en situation, donc il va nous donner, un contexte et nous, on va devoir répondre et lui donner, la procédure d'urgence qui est à appliquer et à la suite de ça, on a également un maintien de compétences. Donc là, c'est comme les pilotes, on va, heu, on va directement au simulateur et on a, toute une journée où on a plein de simulations de situations, d'urgence ou pas et on a également, une situation de secourisme. D'accord, donc vous êtes prévenu suffisamment longtemps à l'avance pour que vous puissiez vous préparer, réviser, c'est stressant? C'est stressant parce que comme d'habitude, c'est très dense. On a une journée de situation, dans un centre et on a 2 jours où, c'est du e-learning et en fait, c'est, plein d'items avec des tests à la fin
Et comme d'habitude, c'est quelque chose de très dense, donc c'est pas dur, mais il y a toujours beaucoup de choses. Donc, D'accord. on est prévenu généralement, moi j'avais été prévenue 1 mois en avance, donc quand on sait ça, on peut faire le e-learning de notre côté un petit peu, au fur et à mesure et pas tout avoir d'un coup. Ouais, OK. Et en règle générale, alors selon les compagnies, puisque comme tu as vu les compagnies un peu long courrier, moyen courrier maintenant, le cycle, il revient tous les combien en moyenne? Pour le maintien de Oui, compétences, tous les ans. tous les ans obligatoire. Moi, j'ai été recrutée au mois d'octobre, donc en octobre, j'avais passé mon stage de qualification à l'avion et au mois d'octobre, l'année dernière, j'ai eu mon maintien de compétences. Ouais, d'accord. Donc tous les ans, on est contrôlé de toute façon. Sur notre, crew qualification, on a nos dates de butée, et si on les respecte pas, bah, de toute façon, on peut plus voler. Mais ça, c'est le planning, qui organise tout ça. Ouais, d'accord. Très bonne remarque de 0K, il nous dit après tout ça, des personnes pensent qu'il suffit de savoir pousser un chariot, on est bien loin de ça. Les compagnies devraient communiquer sur le niveau de formation des PNT. Ça serait une bonne chose, ça. Ça serait essentiel, à ton avis, que les compagnies, justement, fassent des campagnes là-dessus? Oui et non, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas eu beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent justement que c'est un métier, quand on voit d'apparence, c'est beau, on voyage, on fait plein de choses, on rencontre du monde, mais en tout cas, l'été avec, les retards et cetera, je trouve que les passagers, moi, que j'ai eus, sont assez, compréhensifs. Après, il y Mhm. a toujours de l'agacement, on leur parle, on discute avec eux et généralement ça se passe bien. Après quand ça commence à mal tourner, on fait appel au PNT pour être soutenu, mais généralement ça se passe bien. Après, on a quelques remarques, de temps en temps, oui, sur, «Vous êtes bonne qu'à servir le thé et le café, Ah, vous êtes même pas capable, d'avoir un service à bord gratuit alors qu'on paye cher nos billets» et cetera. Il y a toujours, après, des oui, mais bon, là, c'est pas vous qui fixez les prix et qui décidez ce genre de choses, hein. donc on essaie d'être le plus agréable possible de toute façon, d'accueillir, nos passagers comme il se doit et généralement ça se passe bien. Ouais, ok. Euh, Petite question justement de MLN qui parlait tout à l'heure du secourisme. Peux-tu, Manon, justement nous parler de la formation secourisme, donc dans un premier temps, et as-tu déjà vécu un vol de déroutement suite, par exemple, hein, ou autre, un malaise d'un passager ou ce genre de choses? Alors la formation secourisme, c'est parti très loin parce qu'après quand on est en compagnie, on fait pas de la pratique. On revoit, des choses, mais on fait pas de pratique. Hem, Ça va être tout ce qui va être brûlure. Faut savoir faire des bandages avec, si on n'a pas de bande et bah, faut savoir faire un bandage avec un journal, par exemple. Donc tous les types de brûlures parce que ça peut arriver, forcément dans l'avion avec, les boissons chaudes qu'on sert. Mhm. On est formé à tout ce qui est, personnes inconscientes, personnes conscientes, la PLS, le massage cardiaque, la pose du défibrillateur également. Hem, voilà, principalement en fait, quelqu'un qui accouche aussi. Alors, en fait, Mhm. on se réfère toujours au médecin à bord, on fait toujours un appel médecin, mais après nous, on doit être capable de savoir ce qui se passe plus ou moins, de savoir si la personne elle est consciente, si elle est inconsciente et adapter en fonction de son état à elle. On voit aussi les AVC. Ouais. Voilà. De manière générale, en fait, tout ce qui peut se passer, sur la terre, bah, nous, on est censé le voir pour pouvoir appliquer les premiers soins. Et puis, c'était quoi la deuxième partie? Si tu as déjà vécu un vol de déroutement suite à un malaise ou une urgence médicale. Ouais, sur une compagnie long courrier, on avait un bébé qui avait 4 mois, il me semble. Et en fait, son papa nous a appelés pour, nous dire qu'il était brûlant, que ça allait pas. Et en fait, il avait été hospitalisé quelques jours avant, ça allait mieux donc l'hôpital a dit qu'il y avait pas de problème pour prendre l'avion et finalement, son état s'est vite dégradé dans l'avion donc on a fait un appel médecin. Il y avait un médecin, une infirmière et le bébé commençait à avoir les yeux qui révulsaient, il avait Ah oui. 42 fièvre. On l'a mis dans une classe, dans la classe affaires pour qu'il ait un peu plus d'air et cetera et en fait, on a dérouté. Sauf que le bébé, en tout cas, quand le SAMU est arrivé à bord, le bébé était décédé. Ah d'accord. Ah ouais, donc c'est pas évident.
Ça doit pas être évident à gérer ça, hein. Ouais, on a déjà eu forcément les cas médicaux. J'ai une personne qui a fait une embolie pulmonaire et qui est décédée également sur son siège au moment du décollage. Des personnes qui font des malaises et qui se tapent contre des écrans ou contre des portes aussi. Donc, c'est c'est assez régulier. D'accord. Bah, tu vois, on n'a pas forcément ce recul-là sur les choses, de se dire, bah, ça reste exceptionnel, mais finalement, avec la quantité de vols que vous faites par Ouais, jour, statistiquement, c'est un peu obligé. bien sûr. Ouais. C'est tous les jours. On a des amplitudes qui sont énormes. Il y a beaucoup d'avions qui décollent, donc forcément, on a plein de cas différents à bord. On a déjà eu des femmes enceintes qui ont accouché également. Mais on s'aide toujours d'un appel médecin. On a aussi les pilotes qui sont en ligne avec le SAMU Hmm. quand il y a besoin. Donc, D'accord. on fait de notre mieux. Oui, ça c'est sûr. Mm. Alors, quelques questions. Alors, on va parler, tu parlais des équipements qu'il y avait à bord. On parlait de DSA, donc c'est les fameux défibrillateurs automatiques. C'est ça. Puisque c'est assez nouveau, il y en a dans les avions maintenant, c'est obligatoire. Alors, je sais pas si c'est obligatoire. Nous, on en a dans tous nos avions. Hmm. Ouais, dans tous nos Mais en avions, fait, on je en dis a. c'est obligatoire, oui, de l'équipement, mais je veux dire de savoir l'utiliser correctement. Vous êtes Ah oui, entraîné? ah oui, 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 Ouais. obligatoire. Et ça, par contre, on y passe tous les ans. Parce que comme c'est des choses qu'on ne pratique pas ou très, très peu, des fois, on peut, pendant 20 ans, ne jamais être confronté à ce genre de choses et ne jamais le faire. Pour autant, il faut savoir l'utiliser parce que si ça nous arrive un jour, on est censé être capable de savoir l'utiliser. Donc, tous les ans, on est évalué là-dessus aussi. Ouais. Ok. Bon, bah, Toujours. c'est très intéressant de parler justement de cet envers du décor. Il y a MLN qui est mal à l'aise, qui dit soyons plus légers. Mais non, mais c'est intéressant de discuter aussi Il y a de, des choses de- compliquées. Alors, on est d'accord, mais ça fait partie du métier, c'est important aussi de le dire, hein, que vous êtes là Bien sûr. aussi pour les problèmes médicaux. On va parler justement de petits incidents, parce qu'il y a Lord Gibus et Jurden qui font comment dire, état de plus en plus d'appareils électroniques qui sont embarqués, des tablettes, des téléphones avec les fameuses batteries. Est-ce que vous êtes briefé aujourd'hui sur tout ce qui est tablette, ordinateur, en cas de départ de feu, ce genre de choses? On sait que c'est très compliqué à gérer. Comment est-ce que vous traitez ce genre de choses? On a une procédure. On a une procédure feu pour batterie lithium, feu pour iPad, feu de four, feu de toilette. Et en fait, chaque feu a une procédure et qu'on doit appliquer. Ouais, Donc, il suffit qu'on apprenne par cœur et qu'on applique tout ce qui est dit. Les ordinateurs, les iPads, les téléphones, tout doit être en cabine et rien dans la soute. ouais, d'accord. À ce moment-là, Et en fait, la procédure, c'est quoi? C'est vous avez un équipement particulier, vous avez des pochettes, vous avez ce genre de choses? ouais, on a des kits. En fait, c'est des grosses poubelles transparentes où on peut immerger l'appareil dedans, mettre de l'eau et ensuite on stocke ça dans notre galet Ah et oui, on d'accord. surveille. Ah oui, donc Ouais. vous éteignez carrément l'incendie, hein. C'est plouf et terminé. Non, on est censé bien sûr éteindre le feu, ouais. D'accord. On a les, on a les grosses cagoules, on a nos extincteurs, etc. On est équipé. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, ça répond à la question de Jordan qui demandait aussi quels équipements spécifiques vous aviez. On vous a entraîné, on vous a fait des démos justement sur des batteries qui peuvent prendre feu. Oui, mais c'est des démos sur l'iPad. On n'a jamais fait. Oui, ouais, vous avez pas. Alors, je dis des bêtises. Alors, les démonstrations sur les tablettes, on les a du coup sur l'iPad. Par contre, quand on passe nos maintiens de compétences, on est censé éteindre un feu dans la cabine. Donc, on arrive dans une cabine qui est noire parce elle est enfumée. Hmm, Et on est censé s'équiper de notre cagoule, prendre un extincteur et aller chercher où est le feu pour l'éteindre. mhm. C'est un faux feu dans la cabine. Donc, on Ouais, fait semblant. Et ensuite, une fois qu'on sort de la cabine, là, on arrive dans un endroit où l'instructeur nous met dans une pièce où il y a un feu bas et un feu haut et on est censé savoir l'éteindre correctement. ouais. Voilà. Oui, remarque, lithium et eau, il n'y a pas pire, ça explose, nous précise Lord Gibus. Donc c'est surtout pour éviter les fumées en fait. C'est pour ça qu'on éteint le feu avant et ensuite on immerge. D'accord, voilà.
Ok, donc on éteint et on refroidit, ce qui est logique. Exactement. Comme les pompiers, pareil. Ouais. Feu de four, point d'interrogation, nous demande Lord Gibus. Bah oui, vous avez des fours. On a des fours dans nos galets, dans nos postes de travail, il y a des fours. Ouais. Donc ça, c'est pour avoir les repas chauds. Les à repas Jordan. chauds. Ouais. Si tu veux avoir ton repas chaud, il faut qu'il y ait un four. Voilà, c'est comme ça. Donc, il peut y avoir des départs de feu dans le four, bien sûr. On doit toujours faire attention. Quand on prend en compte l'avion, on doit bien vérifier que dans le four, il n'y a rien, que tout est bien éteint, qu'il y a bien les grilles d'extraction, etc. Ouais, ok. Petite question sur la formation. On revient un peu sur la partie formation. Est-ce qu'elle contient des parties qui sont consacrées un peu à la psychologie? Comment est-ce qu'on gère peut-être des situations, ce genre de choses? Non. Dans le CCA, il n'y a pas. Non. Il y a pas. Non. Ça, c'est vu comment? C'est vu dans les procédures après, dans les compagnies? Ça se passe comment? Qui est-ce Ouais, qui vous c'est apprend finalement à gérer un passager? Ça, c'est interne. C'est pendant quand on est en compagnie, on a par exemple des items passagers indisciplinés. Donc, savoir gérer le passager, on a des menottes, on a toute une boîte où on peut gérer un passager qui ne veut pas nous obéir et qui commence à se montrer très violent. Et ça t'est déjà arrivé? Ou à des collègues? Enfin, est-ce que tu as déjà assisté à une situation comme ça qui peut déraper? Moi, ça m'est pas arrivé. C'est arrivé à certains collègues d'avoir un passager qui voulait rentrer dans le poste de pilotage et Ah donc ouais. qui s'est montré violent, qui a mis un coup à un PNC et donc du coup, ils n'ont pas eu le choix que de l'attacher, de le sangler sur un siège à l'avant de l'avion. Ah ouais, c'est chaud quand même. Oui, oui, c'est pour ça qu'on est formé là-dessus aussi. Après, on est en équipage, donc quand on est plusieurs contre une personne, c'est plus simple pour le maîtriser. Malgré tout, quand la personne, c'est un homme, qu'il est très grand, qu'il est costaud, c'est pas facile. Ouais. Donc on est entraîné, pareil, une fois par an. On a des jeux de rôle, des mises en situation pour essayer de gérer ce genre de cas. Ouais, d'accord. Ok. Il y a, avant d'en passer aux mains, entre guillemets, il y a quand même une phase de négociation. Il y a quelqu'un qui est envoyé. Comment ça se passe? Ça se passe d'un point de vue hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un, après il y a le chef de cabine, il y a les pilotes. ça. Comment ça se passe? Et c'est nous qui essayons de gérer quand ça nous arrive à nous. Selon la situation, des fois on fait appel à un PNC homme parce que peut-être que nous, comme on est des femmes, on sera un peu moins bien prises au sérieux ou écoutées. Et quand on arrive à plus rien en tirer, on appelle notre chef de cabine. Et on en réfère toujours au poste de pilotage, à nos pilotes, pour bien relater ce qui se passe dans l'avion. Mhm. Et c'est nous qui devons gérer puisque les pilotes doivent rester dans le poste. Donc quoi qu'il arrive, c'est à nous de gérer. Et si jamais c'est trop compliqué, qu'on n'y arrive pas et que ça met en péril la sécurité du vol, et ben on déroute. Donc vous êtes les yeux, les oreilles du cockpit. Du cockpit, exactement. D'accord. Ok. Bon, on en apprend bien là, les amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Tiens, il y a Lord Gibus qui nous fait aussi des questions sérieuses quand on voit tout ce qu'il écrit, notre ami Lord Gibus. Lors de la démo d'avant-vol, est-ce que il t'est arrivé de faire une présentation classique, donc celle qui est écrite dans les procédures, ou est-ce que vous êtes autorisé à faire des présentations un peu plus marrantes, un peu moins personnelles? On se souvient d'une vidéo qui était sortie comme ça, d'une compagnie orange et blanche. On avait entendu une PNC qui faisait un discours un petit peu humoristique à l'arrivée à Toulouse. Moi, ça m'est jamais arrivé. Normalement, quand on fait les démonstrations de sécurité, il y a un PNC qui les lit parce qu'on a une tablette. Et dans la tablette, on doit lire toutes nos annonces. Et on a 2 PNC dans l'avion qui font les démonstrations de sécurité en même temps que les annonces sont faites par l'autre PNC. Logiquement, on n'est pas censé les faire nous-mêmes ou en faire d'autres. Si on veut changer les annonces, ça doit être validé par la hiérarchie qui est au-dessus de nous. Mais normalement, on n'a pas le droit de faire nos propres annonces. On doit bien suivre notre livret d'annonces. Ouais, voilà. Donc c'était quelque chose peut-être d'exceptionnel. Ouais. Réglementairement, on doit faire ce qui est indiqué dans notre carnet. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ce que nous dit 0K, sauveteur en mer, premier secours, pompier. On ne peut pas leur demander de faire du théâtre. C'est ça.
On n'est Oui, pas là pour faire du théâtre, on est là pour faire passer des consignes. bien sûr. Alors moi j'ai une petite question à ce propos-là. Est-ce que c'est... enfin, vous vous posez la question quand vous faites les démonstrations techniques des consignes de sécurité avant le vol. Il y a des gens qui suivent, il y en a, parce que moi j'en ai vu, qui ont encore les casques, qui regardent pas ce qui se passe, qui sont dans leur truc, qui s'en foutent. Est-ce que vous le voyez, vous passez outre comment est-ce que vous gérez ça personnellement? Vous dites, vous faites quand même et vous dites basta, ou comment ça se passe? On fait. On fait et si on nous écoute pas, j'ai envie de dire, tant pis, le jour où il se passe quelque chose, ils sont censés savoir comment on doit gérer la situation. Ça vous Hem, frustre ou pas du tout? un petit peu, Un peu? Ouais. un petit peu. Surtout aux issues de secours. Hmm. Aux issues de secours, ils ont un briefing bien à eux. Ça veut dire que c'est eux qui peuvent nous aider à évacuer l'appareil si jamais il y a un problème à bord. Donc, avant les démonstrations dans toute la cabine, on leur fait à eux un briefing personnel pour leur indiquer comment faire en cas d'évacuation d'avion. Eux, ils peuvent nous aider. Donc, c'est un briefing à part. Il faut qu'ils soient tous briefés, qu'ils aient tous compris, qu'ils parlent soit le français, soit l'anglais, qu'ils n'aient pas de problème de santé ou de problème physique. Donc, eux, on s'en assure avant. Et après, les autres passagers, on fait les démonstrations. S'ils ne nous écoutent pas, bah, ils ne nous écoutent pas. Nous, on les a fait. Voilà. Après, voilà. La case est cochée, donc voilà. C'est J'entends ça. rien, 83 000 qui nous dit en même temps, pour ceux qui prennent l'avion très souvent, peut-être peuvent-ils ne pas écouter à chaque fois. Alors, il y a des procédures différentes, si j'ai bien compris, en fonction des avions. Euh, oui, parce que c'est pas les mêmes types d'appareils. Donc, par exemple, aux issues de secours, sur un Boeing et sur un Airbus, les portes, elles vont pas s'ouvrir de la même manière. D'accord? Donc, il faut bien écouter quand on est aux issues de secours, au moins aux issues de secours, pour savoir comment on ouvre l'issue de secours en cas d'évacuation. Et puis après, c'est pareil, ça va pas être forcément aux mêmes endroits, tous les équipements qu'on a en fonction des différents types d'avions. Donc même si on a l'habitude de voyager, c'est bien quand même de tendre l'oreille et de regarder, ça prend 5 minutes, histoire de savoir où les équipages se trouvent. S'il se passe quelque chose, bah, au moins la personne, elle est capable de savoir comment s'équiper et où ça se trouve. Ouais, C'est ok. libre à chacun. Oui, non mais voilà, après, c'est aussi difficile, j'imagine, de faire la police à ce niveau-là Ouais, c'est pas dans facile. l'avion, quoi. Hein. Au tout début, je m'assurais que tout le monde m'écoute. Je passais beaucoup de temps et au final, quand les personnes ne veulent pas écouter, ça sert à rien. On va se mettre en retard sur tout et au final, les personnes n'écouteront pas. Nous, ce qu'on Mm. s'assure au moment du décollage et de l'atterrissage, c'est qu'au moins tout le monde soit attaché, que les dossiers soient bien relevés, les tablettes relevées, les cache-hublots bien relevés également. Et voilà, Ouais. on s'assure. Il y a une bonne remarque de Toilet Paper Kit qui nous dit, enfin, qui revient sur un accident dont on avait parlé en début d'année dans la zone aéro, sur le fameux, la fameuse collision de la Japan Airlines. Donc cet Airbus qui s'était posé sur le Dash 8 qui avait fait donc cette incursion de piste. Euh, il souligne que le calme et le respect des consignes des passagers était impressionnant. Est-ce Mm. que la culture, où tu as pu rencontrer des cultures différentes qui te font penser que, en fonction des populations qu'on a à bord de l'avion, les réactions ne vont pas être les mêmes? Et est-ce que vous êtes briefé là-dessus? Bien sûr. C'est dans les pays européens, c'est pas du tout la même mentalité et on a beau dire, pour les bagages, pas prendre les bagages si on évacue parce que Hmm. c'est des obstacles ou quand on briefe nos issues de secours, on leur dit bien qu'il faut qu'il y ait rien à leurs pieds ni sur eux, pendant décollage et atterrissage parce que si on doit évacuer, eux, ils ont l'issue de secours et donc du coup, les passagers vont devoir évacuer par cette porte-là. Il faut qu'il y ait rien qui traîne. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que rien qu'un manteau qui est mis sur eux, c'est pas acceptable. S'il est posé sur eux, il a pas le droit, il faut qu'il soit mis avec bien les manches d'enfiler parce que ça peut être un obstacle. Si jamais il se passe quelque chose, le manteau il tombe par terre et ça c'est un obstacle pour évacuer l'appareil. Et Hmm. c'est très compliqué. En fait, ils ont du mal à le comprendre comme c'est très, c'est pas réel pour eux. C'est que des choses qu'on dit. C'est pas, voilà, c'est pas de la pratique. Ils voient pas le danger, ils voient pas le Hmm. problème. Donc, des fois, on passe un peu plus de temps pour leur expliquer, mais c'est vrai qu'au niveau de la culture, c'est très différent. D'accord.
Tu as des petites anecdotes là-dessus, par exemple, à nous faire part, nous expliquer un peu comment ça se passe pour que tout le monde comprenne à quel point c'est important d'écouter justement ces consignes-là? Bah, moi, j'ai jamais fait d'évacuation. Donc dans la pratique, je peux pas en parler. Ou de Euh, gens qui avaient mis par exemple leur valise ou des choses et qui sont un peu récalcitrants, ou je sais pas, un ordinateur, ils veulent pas l'enlever ou quelque chose comme ça? oui, bah ça c'est tous les jours. Ah, d'accord, c'est tous Ah les oui, jours. c'est Ok. tous les jours ou quand on n'a plus de place en cabine pour mettre les valises, on leur descend en soute. C'est la guerre en porte d'embarquement parce qu'ils sont pas d'accord. Ouais, Sauf que bah, malheureusement, on n'a plus de place, on peut pas. Et moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a descendu mon bagage. Donc, nous, le personnel navigant, on met nos valises aussi dans les coffres à bagages. hmm, Et il y a quelqu'un qui m'avait descendu mon bagage pour mettre son bagage. sympa. Donc, en soi, il n'y a pas de problème parce qu'il avait payé sa place. Ça paraît logique, mais au moins qu'il me demande et qu'il me demande si je peux enlever et je peux mettre ailleurs. Voilà. Mais les bagages, c'est un gros souci parce Ouais. qu'on manque de place en cabine. Là, on a un nouvel avion qui va arriver, on va changer de flotte et Ah ben voilà, c'était une des questions que on je va voulais te poser justement, parce qu'on en a on en a parlé. On peut le dire, hein, c'est le nouveau 320 Neo qui va arriver, qui devrait remplacer des Boeing 737. Encore une fois, on ne nomme pas la mettre. compagnie, mais Mm. Et comment donc vous le là, voyez arriver du coup? comment? Comment vous le voyez arriver, ce nouvel avion, avec impatience, de nouvelles procédures, Alors, ça veut dire qu'il va falloir se remettre en question? ouais, il est déjà arrivé. Il est arrivé en janvier. On va être qualifié dessus au fur et à mesure parce qu'il n'y en a qu'un seul de toute façon, donc tout le monde ne peut pas voler dessus. Apparemment beaucoup plus agréable en termes de bruit, etc. Ça va être beaucoup plus silencieux que les Boeing qu'on a actuellement. Plus de place aussi, que ce soit pour les passagers au niveau des jambes, mais également en haut dans les coffres à bagages. Dans les coffres qu'on a actuellement, on peut mettre que 3 valises par coffre et on doit les mettre à plat, alors Hmm. que sur le 320 qu'on a maintenant, on peut les mettre debout et on pourra en mettre 4. Ouais, Donc en termes de place, ça va être beaucoup mieux aussi. Après, pour l'instant, on n'en a qu'un seul, donc ouais, mais moi, ça devrait arriver sous peu, parce que mais les ça va commandes sont arriver. faites. Mm. Justement, dans la compagnie principale et dans ta compagnie, il va y avoir des passerelles, puisque s'il y a un même avion qui est exploité des deux côtés, est-ce qu'il y a possibilité de passer des personnels d'un côté à l'autre en fonction des besoins, ou comment ça se passe? Par rapport au Boeing et à Ouais. l'Airbus? Non, en fait, tous les ans, comme j'ai dit au tout début, on a un maintien de compétences. Et normalement, sur le maintien de compétences, on va avoir le maintien de compétences Boeing et celui de Airbus. Moi, mon maintien de compétences, il était en octobre. Donc jusqu'en octobre, je ne serai pas qualifiée sur la machine. Je ne serai qualifiée qu'à partir du mois d'octobre. Mhm. Et là, après, on peut autant voler sur du Airbus que sur du Boeing. Donc on va être tous biqualifiés normalement. Ouais, d'accord. On a le droit d'avoir 2 qualifications de toute façon. Oui, Donc, c'est deux maximum? je crois que c'est 2 maximum, oui. En général, c'est ça, Ouais, deux je crois, maximum. oui. Ok. Donc, Alors, quelques questions à se reposer dans le chat, parce qu'il y a il y a des questions qui surgissent au fur et à mesure. Il y a Jean Torien déjà, qui pose une question qui est tout à fait existentielle, et qui demande, est-ce que le nouvel avion aura toujours les fauteuils verts? oui, Eh oui, toujours. voilà. Il est content, il aime bien le vert, Jean Torien. Toilette Paper Kit, avec une longue question. D'ailleurs, c'est un métier très bizarre, PNC, car de l'extérieur, on dirait que sur son temps de travail global, le ratio lié à ta mission principale, la sécurité, est très faible avec les autres tâches qu'on demande, c'est-à-dire l'accueil peut-être des passagers, le service, etc. Est-ce que tu pourrais donner à peu près un ratio entre ces différentes missions? La sécurité, c'est 90% de notre métier. Enfin, 90%. C'est tout le temps. C'est à la prise en charge de l'avion où on est obligé de vérifier tout. Donc, que ce soit nos postes de travail comme les sièges dans l'avion, les coffres à bagages, tout doit être checké. Obligatoire avant de partir en vol. Si on a un doute sur un équipement ou quelque chose qui est bizarre, on fait appel à notre chef de cabine qui, lui, en réfère à la maintenance et on doit être vérifié avant de partir, avant d'embarquer les passagers.
Pendant le vol, on a la sécurité toujours, on doit vérifier les toilettes, vérifier qu'il y a pas de départ de feu. C'est toutes les demi-heures de jour et tous les quarts d'heure de nuit. Alors On pourquoi doit faire spécifiquement les toilettes? C'est qu'il y a des gens qui peuvent aller, je sais pas, fumer ou faire des choses dedans? Ouais, les toilettes, c'est un lieu qui est fermé, tous les passagers y vont, il y a beaucoup d'allers-retours. Il peut y avoir des choses de mise dans la poubelle, donc on doit bien vérifier la poubelle. Il faut toujours vérifier, mais notre galet, c'est la même chose. Le départ de feu dans un four, ça peut aussi être assez récurrent, donc il faut bien qu'on vérifie tout le temps. On doit toujours avoir une surveillance au galet. On ne doit jamais laisser notre poste de travail seul. On Mmh. doit vérifier le poste de pilotage aussi très régulièrement. Faire des checks dans la cabine aussi pour voir si il n'y a pas quelque chose d'anormal qui se passe, parce qu'il peut y avoir un départ de feu dans un coffre à bagages aussi. Mmh. Donc la sécurité, c'est le principal de notre travail. Ouais. Et on jongle avec bien sûr l'accueil client, le commercial à bord, etc. C'est tout autant important. Mais on est davantage formé et on insiste beaucoup sur l'aspect sécurité. Ouais. C'est le cœur Donc, du métier finalement. bien sûr. D'accord. Justement, on reste dans la sécurité avec cette question de MLN 208 qui nous dit, hop, d'ailleurs, ce que je vais faire ça, je vais l'afficher. Hop, elle est où? Elle est ici, voilà. Justement, tu parles de danger. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi faut-il que les caches hublots soient ouverts? C'est vrai qu'on dit vérifier que les tablettes sont relevées et que les caches hublots sont ouverts au décollage et à l'atterrissage. C'est pour qu'on puisse voir à l'extérieur ce qui se passe. Ça veut dire que si tous les caches hublots ils sont fermés et que au moment du décollage, on a tapé un oiseau ou il y a eu quelque chose dans un moteur, on doit pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est hyper important. Pareil au moment de l'atterrissage, s'il y a un départ de feu quand on atterrit, on doit pouvoir voir ce qui se passe pour savoir déjà quelle porte on ouvre, Mhm. pour pouvoir sortir de l'avion. Donc il faut toujours qu'on puisse voir ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Toujours. Donc, Et il nous, y a une on adapte utilité. et nous, on adapte aussi la luminosité de la cabine en fonction de la luminosité extérieure. S'il fait nuit, on met la cabine dans le noir pour qu'on soit pareil qu'à l'extérieur, et quand il fait jour, on allume pour que ça soit la même lumière qu'à l'extérieur. D'accord. Ok. Alors, il y a des réactions dans le chat, hein, puisque il y a 0K qui parlait de manière un peu humoristique de faire payer la lourdeur, il parlait pas de poids, mais de lourdeur de certains passagers, comme le poids des bagages. Il y a MDAGX17 qui dit c'est discriminant, mais je pense que c'était plus de l'humour qu'autre chose. Et Lord Gibus qui précise pareil pour la lumière pour éviter d'être ébloui. C'est le cas? Pour éviter d'être ébloui, vous gérez justement ça? Ouais, en fait, il faut qu'on puisse adapter directement notre vue à. Il faut que ça soit exactement la même chose extérieure et intérieure pour pas qu'on n'arrive plus à rien voir. Il faut que ça soit vraiment dans la nuit, ça doit être dans le noir, et le jour, ça doit être éclairé. Ouais, d'accord. Deux autres petites questions. Elipic qui... Ah bah tiens, je viens de faire disparaître la question. Heureusement, je l'ai retrouvée. Était posée il n'y a pas très longtemps. Elle est où? Bah, Julien, si tu peux me remettre la question. Je crois que c'était une question sur les chefs de cabine. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Hop, j'ai retrouvé. Elle est ici. Toc. Et on la fait apparaître tout de suite. Voilà. Quel est le niveau d'expérience pour passer chef de cabine? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu commences déjà à te préparer? Dans ma tête, mais j'ai pas encore passé les sélections. Ça dépend des compagnies. Ça veut dire que dans une grosse entreprise, ils vont demander 9 ans d'expérience au sein de cette même compagnie. 9 ans? Dans d'autres, oui, Incroyable. ouais. Dans d'autres, ils vont demander 1 an d'expérience en tant que PNC, peu importe la compagnie. Donc, ça dépend des compagnies aériennes. Dans la mienne, au bout de 18 mois, il me semble, au bout d'1 an dans la compagnie, Mhm. si on n'a pas volé ailleurs, on peut postuler chef de cabine. D'accord. Et il y a des sélections très, très régulièrement. D'accord. C'est quelque chose que tu comptes préparer Ouais, Bien sûr. d'accord. Après, il faut savoir que chef de cabine, c'est entre guillemets un autre métier, puisque à partir de ce moment-là, c'est un métier qui est dirigé vers le management.
on gère une équipe, donc il faut avoir les épaules pour. Il faut pouvoir gérer tous les cas médicaux à bord quand il y en a également, et c'est au chef de cabine de prendre des décisions en cohérence avec les pilotes. Mais le chef de cabine a des beaucoup plus grosses responsabilités qu'un PNC lambda. D'accord. Et aujourd'hui, toi, tu te sens de faire ça demain, d'incarner cette fonction? C'est un rêve quelque part? C'est Ou une vocation peut-être? c'est une évolution. Après, dans ma compagnie, on commence chef de cabine en tant que saisonnier. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, puisqu'on garde notre poste de PNC. Hors saison, pendant la saison, on est chef de cabine, et au mois de novembre, on redevient PNC. Ouais, Et ça, c'est pendant quelques années, pendant 2 ou 3 ans. d'accord. Donc c'est sympa parce qu'il y a les deux. Il y a les PNC où, quand on est PNC, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs postes de travail dans l'avion, et que on change de poste de travail tous les jours. Quand on est chef de cabine, on a le même poste, les mêmes tâches Tout le tout le temps. temps. Eh oui. Voilà. Donc c'est peut-être un peu plus monotone à terme, quoi. C'est un peu plus routinier forcément. Après, malgré tout, c'est des équipages différents tous les jours. Mais en tout cas, les tâches dans l'avion sont les mêmes tout le temps. Ouais. D'accord. Il y a une tâche particulière dont tu viens de parler que tu affectionnes particulièrement, ou tu te dis, tiens, j'aime bien faire ça, quand on me le confie, c'est cool. Moi, Ou il y j'aime a... bien faire les ventes à Ouais. bord. Pardon, j'ai Moi, pas... j'aime bien faire les ventes à bord. Ça permet Ouais. de parler avec les passagers. J'aime bien être en cabine. On a des postes. Moi, mon poste préféré, c'est celui qui est au milieu de l'avion, où je fais l'embarquement des passagers, je les briefe aux issues de secours, je fais les démonstrations aux issues de secours, et je suis quasiment tout le temps en cabine. En fait, c'est le PNC 3, c'est celui qui est en cabine tout le temps. Le PNC 2, c'est celui qui est à l'arrière dans le galet. Et le PNC 4, c'est celui qui est à l'avant avec le chef de cabine. Ouais. Ok, donc voilà, vous saurez à peu près où sont situés On a des les postes, PNC dans les avions. Et on suppose que plus l'avion est gros, le plus il y a de PNC à l'intérieur. bien sûr. C'est ça. Bonne question de notre ami J'entends rien, décidément, qui est très prolifique en question. Voulez-vous rester dans cette compagnie, entre guillemets, low cost, ou bien passer dans une grande compagnie nationale? Il a tout compris, notre ami J'entends rien. Je reste dans ma compagnie actuelle. D'accord. Et pour quelle raison, tiens? Parce que c'est une compagnie où il fait bon. Les équipages, ils sont tous géniaux. On est une compagnie jeune. On n'a pas les mêmes ambitions que la compagnie nationale. On se veut beaucoup plus dynamique, proche des clients, dans le contact humain. La compagnie nationale, c'est beaucoup plus carré, enfin beaucoup plus. On laisse quand même une distance avec les passagers, alors que dans notre compagnie, on reste toujours professionnel, mais on peut échanger avec eux. Généralement, c'est une compagnie que beaucoup de personnes affectionnent parce que on est toujours là pour eux quand il y a besoin. On est toujours souriant, on est toujours très accueillant, très bienveillant. Voilà, comme je disais, ça se passe toujours très bien. Donc voilà, et puis les évolutions au sein de cette compagnie-là sont beaucoup plus rapides. Mhm. Forcément, quand on est jeune, ça fait rêver, on peut vite évoluer. Voilà, les équipages sont tous super. On a des bonnes escales, on a des super lignes qui s'ouvrent, on grandit. Donc voilà, je pense que je suis arrivée au bon moment, et c'est la bonne compagnie pour pouvoir évoluer rapidement. D'accord, donc c'est l'évolution, c'est rester sur le réseau, c'est pas forcément, toi qui venais aussi du long courrier, repartir sur long courrier, c'est pas quelque chose... Non, chez Transavia, Oui, dans laquelle je suis, on n'a pas été au bout du mot, donc ça va. on fait l'Europe, on a plein de destinations, et surtout maintenant on a beaucoup de découchés, puisque comme on a beaucoup d'avions, tous les avions ne peuvent plus rentrer dormir à la base, et donc on est très très souvent en découché. En fait, chez nous, c'est très flexible l'emploi du temps. On peut sélectionner nos préférences. Donc moi, je me suis mise en préférence découché. On peut se mettre en préférence aller-retour pour rentrer chez nous le soir. On peut se mettre, voilà, il y a plein de préférences. Le planning essaie de faire en fonction de nos préférences. Et si jamais ça ne nous convient pas, on peut facilement échanger avec les collègues. On a des groupes sur lesquels on propose nos vols, et puis nous, on reprend leurs vols qui leur conviennent pas.
D'accord. Ok, Donc, ok. c'est très flexible. Alors justement, il y a la question de Jurden qui se greffe par-dessus. Combien d'heures de vol par année pour un ou une PNC? Et y a-t-il des max par semaine, par jour, par mois? Comment est-ce que c'est organisé cette rotation du personnel? Ouais, il y a différentes butées. Alors, moi, j'ai du mal à les connaître. C'est, très particulier en fonction du 15 du mois de janvier, du 15 du mois de février ou du 1er au 30. Il y a plein de butées différentes. Nous, on est en 70 heures par, mois Ouais. en heures de vol, donc ça comprend pas le briefing et cetera et maximum à l'année, il me semble que c'est 900 heures. Oui, donc finalement, c'est très très proche des heures qui sont faites comme les pilotes, hein, parce que je crois que c'est 900 heures et quelques aussi par an Bah, voilà, pour les personnels navigants, en règle générale. le Euh, général. et on peut dire aussi que 70 heures, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, tous les mois, parce que ça doit être quand même extrêmement fatigant. L'été, on fait, plus Mhm. et hors saison, on a beaucoup de temps de repos. D'accord. On Voilà. Mais après, voilà, comme je disais, dans les 70 heures, on prend pas en compte, 1 heure et quart, avant le vol de tout ce qu'on fait et les 30 minutes après le débarquement, non plus. Ouais, qui sont pas comptés comme heures de travail finalement? Non, comme heures de vol. Alors c'est pas compté comme heure de vol, c'est compté pour nos temps de repos uniquement. Donc D'accord. il faut rajouter aux 70 heures à chaque fois, à peu près, 2 heures en plus. Ok, ok. Il y avait, alors j'ai vu passer une question, alors je vais pas l'afficher, mais c'est MLN 208 qui demandait si tu volais, si tu avais eu l'occasion de voler avec un PNC qui s'appelle Dylan, mais à mon avis, il y en a peut-être un paquet. Ça te parle ou pas? Non? Ah, Ok. oui, c'est plutôt un nom de famille parce que, il y en a Ah, beaucoup. bon, ça va être compliqué sur le chat. Ouais. Bon, voilà, donc c'est plutôt non. On parlait justement du roster. Donc le roster, c'est l'organisation, etc. Vous avez quoi généralement comme roster au sein de la compagnie, nous demande Toilette Paper Kit. C'est-à-dire comme, Bah, par exemple, on peut travailler 4 jours voilà, et être en repos, 2 ou 3 jours derrière. Dans notre compagnie, on est planifié maximum à 6 jours consécutifs de travail. Maximum, on peut aller à 7, si jamais on donne notre accord, nous-mêmes et 1 fois par mois, on a, 5 off consécutifs. ok, Voilà et d'accord. on a minimum, 2 jours de repos obligatoires. On ne peut pas avoir un off isolé. Il faut au moins que ça soit 2 off. Ouais, ok. Bon, bah voilà, je pense que tu as ta réponse. Ok, alors on a parlé un petit peu du roster, on a parlé un petit peu du réseau. Est-ce que tu as une destination préférée sur le réseau que tu fais aujourd'hui? Euh, voilà, un endroit sur lequel tu aimes bien aller quand on t'annonce que tu y vas. C'est une question de 0K. Marrakech. Marrakech. Ok, Ouais. pour le soleil, je suppose. Oui, Marrakech, c'est top. La ville, elle est géniale. On est bien situé à l'hôtel. On peut faire plein de choses. Les passagers, généralement, ça se passe bien. Donc, ouais, c'est sympa Marrakech. Et puis en plus, on découche là-bas très régulièrement, donc on a nos habitudes. Mhm. Alors justement, on parlait aussi du roster, de l'organisation. On parlait en début d'émission de cette complexité des fois d'avoir des dates à long terme. Mm. Comment est-ce que tu organises ta vie personnelle avec ce métier qui est quand même particulier? Bah, c'est compliqué. C'est Je, compliqué. ouais, je m'adapte énormément à mon travail et c'est ma priorité. Donc, quand j'ai des choses de prévues et que je vole, bah, malheureusement, j'annule personnellement ce que j'avais et je vais voler. Et Donc, c'est ouais, si, parce que c'est vrai que des fois, cette question, on a pu la poser à des pilotes. Demain, tu as un ami, une amie, il y a un mariage, il y a un anniversaire, un truc comme ça qui arrive, pas de dernière minute, mais presque. Il faut savoir dire bah non, ou alors si on y va, peut-être partir plus tôt, ne pas boire, ce genre de choses-là. si jamais j'ai un vol juste Si tu as un vol derrière, après, ouais.
Oui, dans tous les cas, pas d'alcool, la veille d'un vol. Après, comme je disais, dans ma compagnie, ils sont assez flexibles, dans le sens où on peut quand même, échanger avec des collègues si jamais on a quelque chose de prévu à la dernière minute. Mhm. Généralement, on arrive toujours à trouver un vol à donner et un vol à récupérer en échange. Et ce que j'avais oublié de dire également, c'est que, tous les mois, on a la pose de 2 DDA. Ça veut dire on a la liste des vols qui sortent sur le mois et on peut s'inscrire sur un vol en particulier avec soit un collègue avec qui on veut voler, soit une rotation qu'on aime bien. D'accord. Donc ça, c'est pour 2 vols et on a également le droit de choisir, par exemple, on veut être off de telle date à telle date parce qu'on a un événement, on a le droit de poser ça. Après, c'est soumis à approbation de la planification, Mhm. mais moi, c'est toujours passé. Ok. Ah oui, donc ils sont plutôt souples quand on trouve la solution. D'accord. Ok. Très bien. Bon, j'ai encore une dernière question à te poser. Après, on tournera la dernière page de l'émission parce que ça avance, c'est déjà 55. La petite question que je voulais te poser, c'était pour des gens qui sont intéressés pour faire ton métier. Quels sont, selon toi, les critères indispensables qui feront que ça va fonctionner? Et quel autre serait justement rédhibitoire, dont on ne peut pas se passer? Il faut, il faut savoir s'adapter. C'est le maître mot, l'adaptabilité, parce qu'on peut avoir des changements de planning au dernier moment. Moi, un jour, je suis partie sur un vol direction Malaga. Je vais en salle de briefing et en briefing, on me dit que ça a changé, que je vais plus sur Malaga, je vais sur un autre vol. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut être très ponctuel. Un PNC à l'heure est un PNC en retard. Donc, il faut toujours être en avance, toujours. Voilà, il faut être après des qualités humaines, il faut être souriant, il faut avoir un sens relationnel plutôt correct. Il faut avoir un sens commercial également. Même quand ça va pas, il faut pas le montrer, quoi. Jamais. Mm. Toujours être souriant et se dire aussi que quand on a un passager qui nous attaque, il ne nous attaque pas nous, il s'en prend à la compagnie. Et nous, on doit représenter notre compagnie, donc on fait au mieux, on le comprend toujours et on fait remonter l'information. Toujours. Ouais, d'accord. Donc il y a un débriefing de situation, comme les pilotes finalement. Oui. Ouais. Et c'est après chaque vol, disons, ça peut être un briefing court en disant bon ben rien à signaler, ça s'est bien passé, fini, ou on rentre quand même un peu dans les détails. Alors en fait, le chef de cabine nous appelle pour nous dire si on a des choses à faire remonter. Ça se fait un peu tout au long du vol aussi, puisque on est toujours en contact avec les pilotes et on leur fait remonter toutes les informations. Donc le chef de cabine sait à peu près au final tout ce qui se passe. Et puis à la fin du vol, quand on est dans la navette, on se fait part de notre vol, de ce qui s'est passé, de ce qui nous a heurté, de ce qui a été bien, pas bien, voilà. Mhm. C'est informel. C'est D'accord. pas quelque chose de formel, je pense, comme les pilotes. Nous, c'est assez informel, mais on est en contact tout le long du vol et on se dit les choses très régulièrement. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, il y avait une remarque de J'entends rien tout à l'heure qui vous félicitait en tout cas pour la ponctualité de la compagnie. Tu vois, ça remonte Ah oui. aussi par ici. Il a dit, vous en tout cas, vous êtes jamais en retard, vous êtes très ponctuel. Donc, Ah. bravo. Merci. Manon, je te propose de retrouver dans quelques secondes, le temps qu'on tourne la dernière page de l'émission, à savoir la rubrique remise de gaz, foire aux questions. Donc, on a encore 5 petites minutes, 5-10 petites minutes avec Manon. Si vous avez des dernières questions à lui poser, il faut le faire maintenant dans le chat. Et puis, on se retrouve tout de suite après le jingle. La séquence remise de gaz foire aux questions de cette zone aéro de ce soir avec Manon qui est avec nous depuis 20h30, un petit peu après même. Et toutes vos questions qui sont sympas, ça fait du bien de pouvoir échanger avec vous et de parler du métier. Parce que c'est vrai que des fois on ne le met pas forcément non plus en avant et de parler de l'envers du décor. C'est bien. Non, alors Jibus, cette question, tu oublies. Tu sors, c'est ça. Allez, on a 5 petites questions qui sont de côté, même une 6e avec Ceslac qui vient d'en poser une. On va commencer par celle de Skyflyer Aviation. As-tu la possibilité de choisir une rotation particulière quand ça te chante?
Oui, comme je le disais, par rapport aux 2 DDA par mois qu'on a le droit de poser, je peux choisir. Après, c'est toujours sous approbation de la planification. Si ça passe avec le planning qui, eux, m'ont mis aussi, par rapport à mes temps de repos. Ouais, Voilà. ok. Non, c'est cela qu'on va la poser la question parce que on a dû en parler rapidement, mais on reviendra dessus. Toilet Paper Kit, est-ce que tu voles toujours depuis Orly, puisque on va dire que c'est la base de la maison mère, ou est-ce que des fois tu dois te mettre en place ailleurs? C'est une très bonne question. Oui, des fois, j'ai des mises en place ailleurs. La compagnie peut m'envoyer, sur d'autres bases ou, même, sur une destination parce qu'il y a un PNC qui est malade et du coup, on doit déclencher un autre PNC pour aller le remplacer. Donc oui, Et comment ça se passe du coup? eh bien, ils nous prennent, un billet d'avion, on se met en place, là-bas, donc on arrive à la destination et on se met en uniforme et on repart en vol. D'accord, ok. Donc en fait, ça veut dire que l'aller, c'est une mise en place, donc on n'est pas en fonction sur le vol, même si c'est quand même du travail et ensuite, on fait juste, le retour du vol. D'accord, ok. Jordan, est-ce que pour chef de cabine, il y a moins de souplesse sur les échanges de vol ou de souplesse sur les horaires? Parce que le chef de cabine, il est tout seul à occuper son poste. Oui, alors, par rapport aux échanges pour les vols, en fait, les chefs de cabine ont, eux, un groupe aussi, de Ok. leur côté, où ils peuvent échanger leurs vols. Ouais, donc en fait, voilà, vous le faites entre vous, mais il y a peut-être un peu moins de monde en chef de cabine. Voilà, Hmm, voilà, exactement, c'est juste que les chefs de cabine sont moins nombreux, donc il y a potentiellement moins de possibilités, pour échanger. d'accord, ok. Question suivante. Alors je sais, je vais l'enregistrer celle-là, mais je me demande si on ne l'a pas déjà posée. Il y a une question sur les tenues de Rock Against the Mac. Est-ce que c'est la compagnie qui vous fournit vos uniformes ou est-ce que c'est vous qui devez les acheter parce que ça se fait sur certaines compagnies et est-ce que tu choisis ton uniforme à convenance selon les vols ou les destinations que vous faites? Non, c'est la compagnie qui nous fournit, notre uniforme. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Autre petite question, on revient un peu sur les occupations, sur le métier, la vie de famille. Est-ce que le métier est facilement compatible avec une vie de famille? Est-ce qu'il y a des collègues qui peuvent souffrir un petit peu de ça? Est-ce qu'il y a du turnover? Comment ça se passe? C'est, Ou ça juste, dépend des gens? oui, ça dépend des gens et puis c'est une organisation différente. Ceux qui font que des allers-retours, Ouais, c'est tout à fait, compatible avec une vie de famille, avec des enfants. Il y a une organisation à avoir. ok, très bien. Hop, qu'est-ce qu'on a encore comme petite question? On a Ceslac. Je suis arrivé il y a peu. Est-ce que tu voles souvent avec les mêmes équipages ou est-ce que ça change à chaque fois? En gros, combien de temps tu peux retrouver les mêmes personnes? Ça change tous les jours. Sauf quand, on part en rotation, 4 jours, on reste 4 jours avec les mêmes personnes. Mhm. Mais quand on fait des vols aller-retour, c'est, chaque jour, de nouveaux équipages. Et sauf quand on fait nos DDA, on peut faire des DDA avec des personnes avec qui on veut voler. Mais D'accord. sinon, c'est pas souvent qu'on vole avec les mêmes personnes. Ok. Oui, d'accord. Et puis enfin, dernière petite question de ce soir. Est-ce que en découché, vous avez parfois des repos un peu plus longs pour profiter des escales ou c'est seulement quelque part un mini repos sur site? Il y a les 2. On a du repos mini, comme, des fois on a de la chance, d'avoir, 24 heures sur place et ça c'est top parce qu'on peut faire plein de choses. Mais, c'est souvent du repos mini parce qu'il faut maximiser, le chiffre. Il faut que les avions y volent. Un avion qui reste au sol, Oui, c'est une perte d'argent donc souvent on a des repos minimums pour pouvoir faire voler, le plus possible les avions. d'accord. Ok. Bah écoutez les amis, je pense que on a fait à peu près le tour de la question, hein. On était même assez loin. Donc en tout cas Manon, merci beaucoup pour ta participation. Ah voilà, et du coup l'escale préférée, ça a déjà été dit, c'était Marrakech. Voilà, Anaël. T'as pas écouté Anaël, hein?
Super Manon, merci beaucoup, hein, nous disent les gens. Merci beaucoup Manon, Jordan, Merci. voilà. Moi, je terminerai sur cette question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve de faire ce métier? Quel conseil tu lui donnes? Bah, qui fonce. Qui fonce, et la motivation, ça paye toujours. Voilà. Avec la motivation, on peut tout réaliser. Donc, faut passer le CCA, faut passer tous les documents que les compagnies demandent. Et une fois que les documents ils sont réunis, foncez faire les recrutements des compagnies aériennes. Ben voilà, vous avez les conseils de quelqu'un qui est dans la place. Donc n'hésitez pas. Voilà, il y a le chat qui te remercie, il y a Jordan qui applaudit, il y a Julo aussi, Lord Gibus, super Manon, merci beaucoup pour toutes ces infos intéressantes. Voilà, que de compliments et bah, c'est bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux rester avec nous pendant encore 5 petites minutes? Je Bien vais sûr. juste désactiver ton petit micro comme ça on débrief après l'émission, le temps que message interne, la clause n'est pas passée. Ah d'accord, bon on l'a vu dans le chat en tout cas, moi je l'ai entendu mais on vérifiera un petit peu tout ça. Donc Manon, reste, on se capte juste après l'émission. Oui, alors il faut que je vienne sur cette scène-ci et qu'on aille ici, puisque maintenant on va parler tous ensemble, les amis, du programme à venir dans la zone aéro, avec Nico, avec vous, avec les chroniqueurs, on va parler un petit peu de tout ça. Merci pour cette participation, nous dit aussi Skyflyer. Donc, la semaine prochaine, les amis, le 14 février, nous aurons avec nous, en visio, un ancien ministre qui est aussi pilote. Vous l'avez reconnu, c'est monsieur Jean-Baptiste Djebari qui sera l'invité de la zone aéro. On parlera d'aviation avec lui. Donc, ça devrait être assez intéressant. C'est la semaine prochaine, 20h30, et ça a été décalé parce qu'il a un planning qui est très compliqué. Logique, j'ai envie de dire, pour un ministre. Le grand rendez-vous suivant, ça sera le 18. On en a parlé tout à l'heure, le 18 à 19h, puisque ce sera la première du hors-série de Push to Talk spécial Histoire de l'aviation. On parlera de l'impact de l'aviation militaire et civile sur les grands conflits du 19e siècle. Et on va même pouvoir se projeter en se disant, si l'aviation n'avait pas été là, est-ce que ça aurait changé la face du monde? Ce sont des questions auxquelles plusieurs personnes répondront ou tenteront de répondre. Évidemment, il y aura Nicolas qui sera là, qui présentera cette émission en compagnie de David Méchin, qui est journaliste au Fanat de l'aviation et qui a aussi une chaîne YouTube. Il y aura Romain de la chaîne Le Flot de l'Histoire, Romain Rivière, qui sera avec nous, qui fait de la géopolitique. Donc, on abordera ce sujet-là. Et il y aura également Paolo, notre ami aviateur 59, qui était tout à l'heure sur le chat, qui est aussi un grand passionné de cette époque-là. Donc, on échangera et vous aurez la possibilité de venir en venant sur le Discord. Vous le savez, je pense qu'un des modérateurs peut nous afficher le lien. Vous rejoignez le Discord et vous aurez la possibilité de venir discuter avec nous en audio, en vocal. Donc c'est bon à dire, il n'y a pas que le chat qui existe, il y a aussi les échanges. Donc le 18 à 19h, 2 heures d'émission. On continue avec le 21 février, nous recevrons un général, c'est le général Emmanuel Josse qui commande les forces aériennes de la gendarmerie nationale. Vous voulez tout connaître sur ces forces aériennes, sur les pilotes d'hélico de la gendarmerie, les équipements, les matériels, vous pourrez poser vos questions, les carrières aussi, au général Emmanuel Josse qui est en première ligne. Donc n'hésitez pas à venir lui poser des questions le 21 février à 20h30. Et on termine ce mois avec, et merci Arnold Schwarze-Wingard qui vient d'arriver, bienvenue dans la zone aéro. Donc le 28 février à 19h30, notez bien la date, c'est pas 20h30, c'est 19h30 et ce sera ici au bar de la zone, en physique, en réel. Pierre Gouin qui viendra nous voir, il est pilote commandant de bord sur avions bombardiers d'eau, les fameux Dash 8 Q400 de la sécurité civile. On parlera des missions, on parlera des avions, on parlera de la technique, on parlera du planning, on parlera de tout ça. Et puis on parlera aussi de sa grande carrière, puisqu'il a fait plein de choses, du planeur jusqu'aux avions. La carrière et les conseils et la vision d'aviation de Pierre Gouin, c'est le 28 février prochain à 19h30. Notez bien cette date. Voilà, on a terminé donc le programme de cette zone aéro de ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous, les amis, sur la chaîne YouTube de la zone aéro. On va bientôt franchir un cap. On compte sur vous. Et je fais un appel d'ailleurs.
Essayez de partager la vidéo sur vos profils, la vidéo qui vous a plu, celle qui vous a marqué de la zone aéro, le replay qui vous a marqué. N'hésitez pas à le partager puisque ça va faire augmenter les vues, ça va faire augmenter les follow et nous, ça va bien nous aider aussi. La chaîne YouTube est un élément important. Pépin Camille, j'ai écouté un peu, c'est intéressant. Ben, merci à toi Camille. Est-ce que ça voudrait dire que tu rejoindrais l'équipe des modérateurs? Est-ce que ce message veut dire ça? Elle va nous le dire. Donc on a parlé de YouTube, on a parlé des réseaux sociaux aussi, hein, évidemment. Facebook, Twitter, on a Instagram, on a LinkedIn, très forte présence sur LinkedIn. Et puis évidemment les podcasts de notre ami Julot. Vous n'avez pas pu suivre l'émission, vous voulez la suivre en audio dans votre voiture, eh ben, vous pouvez le faire. Vous devez même le faire. Vous téléchargez le podcast, vous vous inscrivez sur toutes les bonnes plateformes et vous pouvez réécouter à loisir toutes les interviews. Le Discord aussi à disposition. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent ces derniers jours. Ça nous fait bien plaisir. On pense également à notre ami Julien qui rejoint l'équipe des chroniqueurs de la zone aéro, de Push to Talk en tout cas. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dans quelques instants, on va faire un raid. Je ne sais pas encore chez qui, je n'ai pas regardé. J'ai pas vu qu'il y avait en live. Est-ce que je peux le voir ici ou pas? Est-ce que vous avez des propositions? Pourquoi pas? Je suis en train de vérifier en même temps que vous. Il y a notre ami Asgar. Ah bah tiens, il y a le Bibs qui était là tout à l'heure. Il y a Dioxygène, il y a la cantine. Il y a des gens qui jouent. Il y a ouais, il y a pas mal de gens qui sont connectés. Bah, écoutez les amis, puisque le Bibs est passé tout à l'heure, je vous propose d'aller faire un petit tour chez lui. Alors Asgar, on nous dit Asgar, on y était la semaine dernière, je crois. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du Bibs. Il va vous expliquer ce qu'ils font sur leur chaîne. Ils font des combats virtuels en aviation, c'est assez intéressant. Et ils font des tableaux, il y a une sorte de compétition, c'est assez sympa. Donc on va pouvoir lancer le raid chez le Bibs. Restez avec nous, vous lui envoyez plein de petits émoticônes de la zone aéro. Voilà, ça fait rayonner la chaîne. Là, on parle business. Ah, d'accord. Ok. Donc rendez-vous chez le Bibs, vous lui envoyez plein d'émoticônes. N'oubliez pas les replays YouTube, etc. La semaine prochaine. Le ministre Jean-Baptiste Djebari qui sera avec nous, et puis dans un instant le raid chez le Bibs. On compte sur vous pour envoyer tout plein d'émotes. On lance le générique de fin, soyez forts, à la semaine prochaine, et puis fly safe pour ceux qui volent. À très bientôt, ciao, bye bye.